Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Ce sont des avancées sans précédent selon la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Au terme de négociations ardues et marathon, les 164 pays membres de l'OMC se sont finalement mis d'accord sur une série de questions complexes. Parmi elles, la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid, mais aussi des mesures sur la pêche en faveur des pays en développement. Quels impacts ces avancées auront-elles réellement sur les économies africaines? On en parle avec notre invité. Il s'agit du rédacteur en chef de l'agence Ecofin, Idriss Lingé, en direct avec nous depuis Cotonou. Bonjour à vous, Idriss Lingé. Bonjour Thomas Baldé et bonjour aux auditeurs de Médian TV. Merci à vous d'accepter notre invitation. Je me rappelle, lorsque l'actuelle directrice a été élue à ce poste, vous étiez là pour commenter sa prise de fonction. Là, elle parle d'avancées historiques ou sans précédent qui viennent d'être réalisées lors donc de cette dernière réunion ministérielle de l'OMC. De quoi parle-t-on justement, Idriss Lingé? Déjà, il faut noter que ces accords ont été obtenus dans un moment où le monde est en crise. La crise russe-Ukraine crée une pression tout autant historique qu'on n'avait pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en filigrane de cette situation russe-Ukraine, il y a une bataille commerciale qui se poursuit entre les États-Unis, la Chine, les pays d'Amérique latine et l'Europe. Donc, parvenir à faire en sorte que l'ensemble des membres des pays de l'OMC soient d'accord sur ces points-là est en soi quelque chose d'historique. C'est un peu comme obtenir un accord de paix en pleine bataille. Et essentiellement, il y a 3 points qui intéressent. C'est celui sur la réforme de l'OMC qui fait l'objet de grosses discussions depuis des dizaines d'années avec les Américains et les Européens qui ont souvent fait bloc. Il y a, vous en avez parlé, de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle en matière notamment de vaccins, de thérapie et même d'autres soins médicaux. Et il y a enfin cet accord sur les pêches. On est parvenu à obtenir qu'il y ait une dérogation, qu'il y ait une limitation des subventions qui sont accordées aux pêches, notamment sur les eaux des pays en développement. Donc voilà un peu pour résumer les 3 points essentiels de cette réunion. Donc, des 3 points essentiels donc, auxquels il faudrait aussi ajouter un texte, une déclaration sur la sécurité alimentaire, comme vous l'avez si bien dit, notamment en raison de la guerre donc, en Ukraine. Alors, voyons point par point ces différents accords. Celui qui semble le plus nous intéresser, bien naturellement, vu le contexte, c'est la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Est-ce n'est pas trop tard selon vous? C'est une excellente question. C'est effectivement une excellente question, Mabaldé, parce que je discutais hier dans un réseau d'échanges sur WhatsApp et justement, quelqu'un me faisait remarquer que aujourd'hui, évidemment, on a encore des réminiscences de la Covid qui apparaissent de temps en temps et qui continuent de créer des problèmes. Mais le problème n'est plus celui du test du vaccin Covid. Le problème aujourd'hui, c'est que pour identifier les gens qui sont malades de la Covid, il faut des tests. L'accord ne semble pas avoir pris en compte les tests et la thérapie. Ce qui veut dire que même si on parvenait aujourd'hui à trouver un remède définitif qui permettrait de nous protéger de cette pandémie, on ne pourrait pas la fabriquer librement en Afrique. Et effectivement, les vaccins, c'est un peu trop tard parce qu'il existe aujourd'hui des dizaines et même des dizaines de vaccins dans le monde. Donc, c'est un gros débat. On salue le fait qu'aujourd'hui, ces vaccins puissent être librement produits. Il n'est pas clair, et ça c'est très important, quels sont les pays éligibles à la production gratuite de vaccins. Je sais que c'est une bataille que l'Inde et l'Afrique du Sud ont menée. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour des pays comme le Sénégal, le Maroc ou encore le Rwanda,
qui se sont signalés sur la production des vaccins. Donc oui, c'est une question très importante que tu poses et je pense qu'il faudra suivre avec l'OMC pour voir jusqu'où cet accord historique est efficient. Mhm. À ce propos, comme vous l'avez évoqué, l'Afrique du Sud a réagi de façon un peu timorée, disons, en saluant donc cet accord sur la levée des brevets, mais tout en exigeant qu'on aille beaucoup plus loin, à savoir permettre donc aux autres pays d'avoir donc l'accès à la propriété intellectuelle sur ce qui concerne la thérapie. Alors, parlons justement de notre accord qui concerne la pêche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On sait qu'on avait réussi à avoir un accord sur l'agriculture il y a de cela quelques années. Cette fois-ci, il était très ardu d'y parvenir, mais quand même, sur ce qui concerne la pêche aussi, une entente a été obtenue. De quelle entente s'agit-il, Idriss Inge? Alors déjà, il faut comprendre que il était reproché à de nombreux pays développés de subventionner massivement les activités de pêche pour les besoins de leurs propres économies. Et cela n'a pas créé des problèmes qu'aux pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, on a limité ces subventions à certaines superficies maritimes, mais aussi on a interdit les subventions, on est d'accord pour interdire les subventions de pêche sur des espèces de poissons qui seraient en voie de disparition. Alors, cela règle un problème diplomatique, mais ça ne règle pas le problème commercial. Je pense qu'il faudrait que les pays africains poussent d'une voie unique, parce que le vrai problème, c'est cela, c'est que le groupe Afrique, parfois, va dans ces négociations en rang dispersé, alors qu'ils ont une opportunité unique d'avoir une personne qui est la patronne de l'OMC, même si ce n'est pas elle qui décide de manière absolue, mais c'est elle qui donne le là, c'est elle qui est la maestria, c'est elle qui donne la dynamique, on l'a vu faire. Donc, il faudrait que les Africains parlent d'une seule voix afin de pouvoir protéger leur zone de pêche maritime. C'est vrai que la question des pêches ne concerne pas beaucoup de pays africains. Si le Sénégal ou l'Afrique du Sud ou encore des pays comme l'Érythrée sont très concernés, c'est pas forcément le cas pour le Tchad, le Tchad ou encore la Centrafrique. En Qui tout cas, n'ont tous pas les pays d'accès de à la mer. l'Interland. Voilà, c'est ça. Et c'est très, très compliqué de mettre les Africains sur une seule cause. Mais c'est très important qu'ils se mettent ensemble. Hein. Vous savez, ça permettrait effectivement de garantir des droits pour les pays de l'Interland, obtenir leur voix et avoir une diplomatie africaine sur les pêches. C'est une avancée, mais il faut encore poursuivre et revendiquer. Alors, selon vous, Idriss Lindsey, quels autres points nécessitent encore des efforts au niveau de l'OMC, parce qu'on sait que le commerce mondial est très loin d'être équitable. D'ailleurs, il y en a qui disent que le problème même sur les vaccins, ce n'est pas l'accès à la propriété intellectuelle, mais plutôt l'aspect commercialisation, parce qu'on a vu des pays qui ont décidé de suspendre les exportations au plus fort de la crise concernant donc ces vaccins. Justement, quels autres points sont aujourd'hui à élaborer ou à faire évoluer au niveau de l'OMC? Alors, l'OMC, malheureusement, a beaucoup de chantiers. Je suis même tenté de dire qu'on a confié à la sœur africaine, Ngozi, Madame Ngozi, on lui a confié une mission quasi impossible. Grâce à Dieu, elle est en train d'essayer d'avancer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le problème du commerce électronique. Aujourd'hui, il y a un défi. Les pays sous-développés, notamment l'Inde, enfin les pays moins développés comme l'Inde, demandent qu'il puisse y avoir des droits de douane sur les transactions électroniques. Les géants du commerce électronique dans le monde disent « Ah, c'est très dangereux, on risque d'avoir des coûts qui vont être élevés, ça va entraver la digitalisation du commerce qui a tellement aidé pendant les périodes de confinement et de Covid. » Donc, ça, c'est des arguments, mais la vérité, c'est que les pays sous-développés perdent d'importantes sources de revenus sur les activités du commerce électronique. Et aussi, en matière d'organisation et de réforme de l'OMC, les États-Unis ont continué de faire un veto au cadre de gestion multilatérale des conflits. Ça reste un problème. Évidemment, ce cadre-là s'est autonomisé. Il a pris des décisions qui allaient à l'encontre des États-Unis, notamment face à des conflits avec la Chine. Mais aujourd'hui, il faut que les institutions de ces organes-là puissent fonctionner de manière effective.
Les précédentes années, le blocus a été le fait des États-Unis, mais l'OMC espère pouvoir régler ça d'ici 2024. Et après, il faudrait que l'OMC redevienne ce cadre privilégié des gestion de la concurrence commerciale. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette concurrence est pratiquement menée sur le plan diplomatique de pays à pays et parfois on n'hésite pas à lever les muscles, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, où Taïwan est devenu le prétexte, mais en réalité, derrière, il y a une vraie guerre commerciale. Alors, je le disais tout à l'heure, un accord ou une déclaration ministérielle a été publiée à cet effet lors de cette réunion qui s'est tenue la semaine dernière sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, vu les difficultés qu'ont les pays du monde à s'approvisionner, notamment les pays africains, on a vu récemment le déplacement du président en exercice de l'Union africaine en Russie, vu les difficultés qu'ont ces pays aujourd'hui à gérer la situation alimentaire, quels gestes devrait-on faire sur le plan commercial au niveau mondial pour faciliter en fait aujourd'hui l'accès de ces pays à ces denrées? Je crois qu'on a passé beaucoup de temps à discuter de ces questions à l'OMC, c'est ces questions très importantes. Mais il faut aussi rappeler que, selon les statistiques hein, de mon rédacteur en chef adjoint qui s'occupe du secteur agricole, nous avons très peu de production alimentaire mondiale qui sont destinées au commerce international. Hein. Quand on regarde le volume de nourriture produite dans le monde et la part qui est réservée aux exportations, notamment tout ce qui est des consommations, des produits de consommation alimentaire, elle reste assez faible. Hein. On exporte davantage du cacao, du coton et l'huile de palme, le soja et toutes ces choses-là. Maintenant, l'Inde qui mène ce débat a posé un problème réel. J'ai 920 millions d'habitants et je ne produis pas assez. Et vous me dites, il ne faut pas que j'apporte des restrictions sur les importations de nourriture. Je veux bien, mais seulement si mes 920 millions d'habitants meurent de faim, comment est-ce que je fais alors que je ne suis pas capable de produire davantage? Et l'Inde s'est rendu compte pendant la Covid, même avec les pays satellites, qu'elle ne pouvait pas produire assez de riz pour nourrir ses populations. Ce sont des arbitrages auxquels vont faire face toutes les régions, y compris l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui a pratiquement 1,2 milliard d'habitants et on espère qu'elle atteindra 2 milliards d'habitants ou 2,3 milliards d'habitants d'ici 2050 par là. Comment il faudra faire pour nourrir équitablement cette population sans avoir à importer de la nourriture? Même si aujourd'hui les terres agricoles africaines ne sont pas exploitées au maximum, à un moment donné, elles le seront et on aura le même défi. Je pense que c'est des choses qu'il faut discuter avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas des problèmes évidents et il n'existe pas une solution qu'on va appliquer comme un coup de bâton magique. Ce sera le fruit du compromis sur plusieurs aspects de la diplomatie mondiale. Alors, il y a quand même quelque chose qui a été remarqué, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, on a confié une mission quasi impossible à la nouvelle directrice de l'OMC. Vous disiez tout à l'heure aussi que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué à mener, ce genre d'accord. Justement, parlons d'Ngonzi. Elle vient de passer peut-être sa première année au niveau de l'OMC. Finalement, elle surprend quand même par sa capacité à obtenir des résultats et des consensus. Oui, c'est assez extraordinaire quand même ce qu'a fait Ngozi Okonjo-Iweala. Personne ne pariait vraiment qu'elle tiendrait le pari de son engagement parce que, comme je l'ai dit, il faut gérer avec des pays qui ont des intérêts extrêmement antagonistes. Les États-Unis ne s'accordent presque avec personne si ça ne concerne pas leurs intérêts. La Chine est en train de pousser dans une espèce de soft power. L'Inde a ses propres exigences. Elle bataille contre les règles mondiales qui ne sont pas favorables à ses populations, mais aussi le grand voisin chinois qu'elle ne veut pas voir devenir un acteur majeur. Donc, je pense que Mme Ngozi a certainement mis en place des années d'expérience de négociation. Vous savez, ce n'est pas une corporatiste, c'est pas une femme qui a travaillé dans le segment de la création des bénéfices absolus. Elle a travaillé au service du développement. Donc, elle connaît les problèmes du développement. Et elle ne connaît pas que les problèmes qui concernent les pays qui sont les moins munis en ressources financières, mais elle connaît aussi les problèmes de développement, même des pays riches. Donc, elle a dû mettre ça à contribution
Et n'oubliez pas que pendant longtemps, elle a supervisé une organisation qu'on appelle le Gavi, l'Alliance globale pour les vaccins. Elle connaît très bien les problèmes du vaccin en Afrique. Elle sait très bien ce que gagnent les multinationales du secteur et je crois qu'elle a mis cela à contribution. Et on ne peut que dire bravo à cette femme de l'Afrique qui malheureusement avait été proposée par son pays, le Nigeria, et non par l'Union africaine. Nous espérons vraiment que l'Union africaine prendra le relais dessus pour réaliser qu'il y a des compétences sur le continent et avoir des personnes beaucoup mieux qualifiées, des personnes solides qui défendent nos intérêts sur le plan international. Une capacité donc de consensus qui conduit à ces résultats, en tout cas que tout le monde semble saluer. Justement, une dernière question, Idriss Lingé. Quelles sont les chances d'application de ce qui vient d'être réalisé, de ce qui vient d'être obtenu comme consensus et comme accord? Alors ça, c'est une question très importante. Déjà, c'est sûr que même si les accords ont été trouvés, il faudra un temps d'implémentation, il faudra que ce soit discuté au niveau des mécanismes internes d'approbation. La plus grosse difficulté, ça restera les États-Unis. Vous savez, les États-Unis restent un pays vraiment à part. Et même, il ne faut pas se tromper, même des pays comme le Nigeria en Afrique continueront d'être un défi, même si les accords historiques ont été obtenus par une consoeur nigériane. Parce que le Nigeria, tout est très politisé là-bas. Il faut pouvoir convaincre le Sénat comme aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons les Russes, certainement, qui vont se demander quelle est leur part de rôle à jouer, alors que tout le monde les a sanctionnés. Personne ne veut plus acheter leur pétrole, personne ne veut plus acheter leur blé. Et on a la Chine, on a l'Iran. Donc, ça va quand même être assez difficile à mettre en place. Et ça, c'est la prochaine étape pour Mme Gauzy. Et nous espérons aussi qu'elle obtiendra des résultats historiques sur ce plan-là. Affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire. Merci à vous, Idriss Lingé. C'était un plaisir de vous avoir à nouveau. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Vous nous parliez depuis Cotonou. Merci à vous et bonne journée, Idriss Lingé. Au revoir, Mabaldi. Au revoir, Média TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.